Bonjour, bienvenue à tous dans l'émission du Grand Débat sur Paris Turf TV spéciale élection. Le 15 décembre, le président de France Gallo sera élu. À l'heure actuelle, il y a des élections concernant le Collège des propriétaires. 10 membres vont être représentatifs. Il y a 4 listes. Et nous avons sur ce plateau la chance exceptionnelle d'avoir les 4 listes représentées avec 4 hommes qui ont tous une dimension. Messieurs, bonjour. 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 On commence avec vous, Christian de Villeneuve. Oui. Christian, merci d'avoir accepté de venir. Vous avez 64 ans, vous êtes journaliste, vous êtes tête de liste de Génération Gallo. Vous avez vos couleurs depuis de très nombreuses années. Vous avez repris en 1995 les couleurs de votre grand-père. Exactement. Et vous êtes un propriétaire heureux parce que vous avez déjà gagné un groupe 3 et une listed. Oui, ça va. Là, les affaires tournent bien. En ce qui concerne votre voisin, c'est Patrick Fellouz, 64 ans. Bonjour Patrick Fellouz. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes président du syndicat des propriétaires. Vous, eh bien, votre amour pour le cheval remonte à 40 ans avec une jument qui s'appelait Zilé. Vous avez eu de grosses satisfactions, vous avez eu la chance de vendre 2 chevaux aux États-Unis. C'est ça. Absolument. Hubert Tassin est à mes côtés. Hubert Tassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et analyste financier. Vous êtes président des PP, les Paris Province, et vous êtes numéro 1 de la liste d'Union pour le galop français. Vous êtes également le chef de file de l'écurie ABU, et vous avez eu cette année une joie immense et participé au prix de Diane. C'est extraordinaire, une chance formidable avec une jument d'arriver à ce niveau. Et elle est 5e. Et puis on termine avec Marcel Chawat. Marcel, vous avez 63 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous avez fait une année exceptionnelle en 2000, vous avez fini dans le top 10 des propriétaires, vous avez un cheval qui vous a permis de vivre des moments forts, il s'appelle Mawasco, il a gagné Listed et il a gagné également des quintés, et vous êtes numéro 2 de la liste pour le renouveau du galop. Oui, tout à fait. Je suis ravi d'être avec vous pour débattre sur les élections de France Gallo. Allez, tout de suite, on va voir ce qui va se passer dans cette émission. Avec un petit sommaire, on va dans quelques instants avoir un sujet qui concerne France Gallo et dresser un bref état des lieux. Juste derrière, nous parlerons du mode de scrutin, comment se présentent ces élections, un sujet qui est signé Christophe Union. Et puis les professions de foi, vous avez tous des idées fortes. Quelles seront les idées que vous souhaiterez, si vous êtes suffisamment représentatif, mettre en place? Nous le saurons. Des grands thèmes avec les allocations, nous évoquerons la TVA. Ensuite, le nouveau Longchamp, un sujet qui fait débat, le programme et les hippodromes. Nous poursuivrons avec les jeux et nous terminerons avec les fréquentations et les médias. Derrière, Sylvain Copier vous posera à chacun d'entre vous une question qui fâche et puis vous aurez 1 minute pour conclure et pour convaincre le maximum de vos électeurs. Voilà, on va tout de suite, comme annoncé tout à l'heure, faire un petit état des lieux à France Gallo, un sujet signé Alain Stromboni, Sylvain Copier. Les élections à France Gallo vont se dérouler dans un contexte difficile. Les enjeux au PMU sont toujours en baisse. Le résultat net, au terme de 2015, sera amputé de 45 millions d'euros, ce qui laisse supposer moins de recettes pour les sociétés mères. Conséquence, il va certainement falloir puiser dans les caisses et se serrer la ceinture. France Gallo posséderait 200 millions d'euros en réserve disponible, mais le financement du nouveau Longchamp et la situation économique générale devraient encore engendrer le gel des allocations. Ajoutons à cela une baisse de fréquentation des hippodromes, un vieillissement de la clientèle, un manque de couverture médiatique, et l'on obtient une équation à plusieurs inconnus pour ceux qui devront, demain, relancer la machine et ainsi préserver ce modèle unique des courses à la française. Le président sortant, Bertrand Belinguer, en dépit d'une mandature difficile, a su s'attaquer à plusieurs réformes, dont celle des retraites de l'institution, les fameuses ARS et celle du PMH. Il reste pourtant beaucoup à faire au regard des enjeux de demain, mais également aux yeux d'un gouvernement en quête permanente de sources d'économie et qui ne souhaite visiblement plus mettre la main à la poche. Si tous les intervenants ne sont pas prescripteurs du même remède, de nombreuses pistes de relance existent cependant, et les futurs élus du Collège des propriétaires qui s'apprêtent à débattre sur notre plateau porteront donc une lourde responsabilité. Ainsi, ils devront redoubler d'habileté et de créativité pour convaincre les propriétaires de rester fidèles aux courses, dans l'intérêt de la filière. Et parmi ces représentants, justement, Hubert Tassin, je vous voyais tiquer un peu sur le début de ce sujet, Hubert Tassin. Il y a des chiffres qui vous préoccupent? Les chiffres sont préoccupants. Vous l'avez prononcé le bon mot. Le mot, c'est équation. L'équation est très compliquée. On a une équation très compliquée. On se présente les uns comme les autres pour 4 ans. Et c'est 4 ans dans lesquels on aura l'occasion d'en parler, de trouver les conditions de la relance. Mais entre-temps, il y a une équation financière qui est assez complexe. Patrick Fellouz, ce bilan, il vous semble adapté? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez rajouter? Alors, tout ce qui est dit là est vrai.
Mais on pourrait avoir peut-être une autre vision des choses, avoir une autre fenêtre de tir. Je voudrais quand même rappeler que nous sommes dans une institution qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires. Ça, on a toujours tendance à l'oublier. Plus exactement, c'est le PMU qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires. On dégage, le PMU, du fait que nous sommes une association, dégage, je crois, entre 12 et 15% de marge nette. 8% de cette marge nette est redistribuée aux propriétaires, aux éleveurs et à la filière. Donc, effectivement, la situation est telle qu'elle est décrite, mais il faut tout de même essayer de relativiser les choses. Nous sommes dans une période de crise, nous en avons connu une dans les années 80. Je dirais que l'avenir, il ne faut pas considérer que l'avenir est aussi sombre que des... Qu'on laisse supposer. Qu'on laisse supposer, et puis en fait c'est un thème électoral de le dire. Je voulais un petit peu tempérer les choses, voilà. Alors cet optimisme, vous l'avez, Christian de Villeneuve ? Écoutez, oui, la situation est critique, mais moi, personnellement, je ne donnerais pas dans le France Gallo bashing très en vogue en cette période électorale. C'est vrai que cette mandature a eu affaire à un certain nombre de vents contraires, ne serait-ce que la crise économique généralisée. Et c'est vrai que quand même, la question des ARS, des retraites, la question du PMH a été réglée. Et pour ma part, je pense que France Gallo, je pense que le nouveau Longchamp est une bonne opportunité de se développer. La situation est critique, nous sommes à la croisée des chemins. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut entreprendre aujourd'hui, c'est monter un modèle d'avenir qui va contre le conservatisme et un certain immobilisme qui a aussi frappé cette mandature. Ce modèle d'avenir, Marcel Chawat, vous le préconisez dans le Renouveau du Gallo ? Eh bien écoutez, c'est un petit peu ce que vient de dire Christian, c'est-à-dire que ça fait trop longtemps que les choses sont dans l'immobilisme et ça fait trop longtemps qu'on ne s'occupe pas de la recette. Aujourd'hui, on a un vrai problème. On a un problème de recette. Je veux juste revenir sur ce qu'a dit Patrick Felouz. Il a dit que c'était 10 milliards de chiffre d'affaires et 10 à 12% qui sont reversés à la filière. C'est pas tout à fait ça. Ça fera 1,2 milliard à la filière, alors que c'est 805 millions exactement. Non, j'ai dit 8% à la filière. Pardon, non, je m'excuse de t'interrompre. Vous avez dit 10-12% et 8% à la filière. Vous avez dit 10 à 12%. Ça fait rien. Donc ça fait... Poursuivez, Marcel. Voilà, je poursuis. Donc avec ces 800 millions de chiffres de reversés à la filière. Aujourd'hui, on n'arrive pas à équilibrer les comptes, on présente des comptes en perte. Il y a 6 ans, en 2009, on n'avait que 700 millions à la filière, 730 millions. Comment vous expliquez qu'à l'époque, on ne perdait pas d'argent ? Ça, vous allez essayer de me le dire peut-être. Est-ce que vous avez un élément de réponse si vous voulez, les éléments de réponse seraient à l'intérieur des comptes auxquels on n'a pas droit de regard. Il y a deux choses. Il y a un effet ciseau. Je vous donne la parole parce que vous avez un petit déficit de parole par rapport à vos adversaires. Il y a un effet ciseau pour expliquer ce déficit. Il y a un effet ciseau qui est effectivement là où on doit travailler, c'est-à-dire la croissance des charges qui a été plus rapide que celle des revenus, même tous les revenus ont stagné. Et par ailleurs, il faut quand même reconnaître que sur la période en question, on a pas mal augmenté les allocations. Donc il n'y a pas que du négatif et les allocations, c'est l'objectif ultime, c'est la seule chose pour laquelle on est là et on est là pour demain. Pas la seule. La première. Mais les autres sont des manières d'y arriver. Bon, messieurs, on a bien compris que le sujet est préoccupant et si on ne fait pas quelque chose, en 2017, on est vraiment dans le mur ? Non, 2017, on a à peu près de quoi passer 2017-2018, mais le système est accroché sur le plan IPMU 2020, qui est plutôt maintenant 2021-2022, qui est un plan de relance, et on va y revenir sans doute, qui est un plan de relance qui est très ambitieux, qui a été validé par l'autorité de tutelle, par le ministère du Budget, mais le moindre retard, je ne dis pas le moindre décalage, fait qu'effectivement le passage 2017-2018, voire 2019, sera très difficile. Le décor est campé, messieurs. Merci d'avoir réagi donc sur cette situation à France Gallo. Comment vont se passer ces élections, notamment dans le Collège des propriétaires ? Sur quoi vont-elles déboucher et comment sera élu le président ? Élément de réponse tout de suite avec Christophe Funion. Tous les 4 ans, les membres de France Gallo renouvellent leurs représentants. Nous y sommes. L'enjeu principal des élections, c'est le comité, comparable à une chambre des députés qui élirait ensuite son gouvernement, les 12 membres du conseil d'administration. Parmi eux, le président et ses 2 vice-présidents.
Les élections se clôtureront le 23 de ce mois. Le comité de France Gallo est constitué de 56 membres, dont la moitié élus par les socioprofessionnels. Des urnes sortiront les représentants au comité national de chaque collège. 10 propriétaires, 8 éleveurs, 4 entraîneurs et un jockey. Soit 23 élus, tous au suffrage direct, avec un scrutin de liste et des sièges répartis à la proportionnelle. Sauf évidemment pour les jockeys qui n'ont qu'un seul représentant. Aux 23 élus nationaux s'ajoutent les élus de province, 5 présidents issus des comités régionaux. Au total donc, 28 élus qui rejoindront les 20 membres associés, les fameux cooptés, déjà connus, 2 présidents de sociétés de course et 6 présidents ou vice-présidents de région. Alors messieurs, vous devez être convaincants dans ces moments, vous avez tous eu une profession de foi. Marcel Chaouat, j'aimerais que vous me disiez quelles sont les 2 mesures fortes, si vous avez des responsabilités demain, que vous souhaiteriez mettre en place pour le renouveau du galop. Écoutez, il faudrait déjà faire un audit général des comptes, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout où on va, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 6 ans, on arrivait à équilibrer les comptes avec 15% de moins de recettes. Et aujourd'hui, malgré l'augmentation de la recette, on n'arrive pas à équilibrer les comptes. Donc il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Deuxièmement, il faudrait essayer de faire en sorte d'inverser la tendance. Aujourd'hui, nous sommes comme ça, c'est-à-dire que les dépenses sont plus fortes que les recettes. Il faut essayer d'inverser la tendance en faisant, tout simplement, en donnant au PMU la possibilité de faire la recette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez certaines journées à Longchamp ou à Saint-Cloud ou ailleurs encore, vous avez une moyenne de 5-6 partants dans les courses de sélection. C'est très bien. Les courses de sélection, on a besoin des courses de sélection. C'est notre vitrine. Mais aussi, on a besoin de financer ces courses de sélection. Et le financement de ces courses de sélection, c'est fait avec la base, c'est-à-dire avec toutes les courses qu'on a tendance à appeler alimentaires. Voilà. Donc il faudrait un petit peu redresser le programme pour qu'il y ait suffisamment de partants dans les courses. Voilà qui est clair. Et Hubert Tassin, je vous demande d'embrayer, quel serait vous, pour l'Union du Galop, ce que vous mettriez en place. N'oublions pas que vous avez été pendant un long moment dans les arcanes de France Gallo quand même. On peut le dire, j'ai d'expérience. Le premier point, pour moi, c'est l'unité. Il faut absolument construire ou reconstruire l'unité des acteurs du galop qui est fragile, voire un peu inexistante sur certains points aujourd'hui. Nous avons un système qui est basé sur des équilibres, trot galop, province Paris, plat obstacle, chevaux qui font la recette, chevaux classiques. Il faut ensemble, et nous ensemble, les professionnels, les socioprofessionnels, il faut que nous définissions cet équilibre et comment nous entendons construire à partir de cet équilibre. Donc le premier point, c'est l'unité. Ensuite, une fois qu'on sera unis, nous pourrons aller avec le trot, puisque l'unité, c'est aussi avec le trot, aller voir les pouvoirs publics pour cet accord gagnant-gagnant. Les chiffres ont été donnés. L'État prend quand même 1 milliard par an directement, en plus des emplois, d'animation des territoires, de l'aménagement du territoire. Nous devons aller voir l'État pour lui demander les conditions de la relance. Les conditions de la relance, c'est notre partenaire, notre premier partenaire qui est l'État, pour plusieurs choses. La relance commerciale. La relance commerciale, ce sont les hippodromes, d'une part. Mais la relance commerciale, c'est aussi le PMU qui ne peut pas continuer à souffrir d'un décalage de concurrence extrêmement grave avec la Française des Jeux, y compris pour les moyens qu'on peut investir. Et c'est avec l'État qui est le premier bénéficiaire, puisque, on l'a dit, les socioprofessionnels du trot et du galop réunis ont quelque chose comme un peu moins de 600 millions de retours, quand l'État en a 1 milliard. Donc c'est avec l'État que nous devons construire, premièrement, unité, et une fois qu'on a l'unité, aller négocier avec l'État, y compris, bien entendu, la renégociation des déséquilibres fiscaux qui existent sur les socioprofessionnels. Alors, un audit, l'unité, vous préconisez quoi, vous, Patrick Fellouz ? Alors, si vous voulez, je voudrais être extrêmement concret et sortir des généralités qu'il est important de rappeler, bien sûr. Pour moi, il y a un sujet, plutôt 2. Le sujet des sujets, pour moi, c'est la TVA. On n'a pas encore fini de payer les affres que nous a apporté cette mesure, donc c'est-à-dire ce passage de la TVA à 20%. Et je considère qu'il n'y a pas, au syndicat, nous considérons qu'il n'y a pas eu une volonté politique de venir à bout de ce système, à bout de ce problème. Et je sais que tout à l'heure, on aura le temps d'en débattre, de proposer quelques solutions. Et je pense qu'il faut qu'au courant de l'année 2016, nous ayons réglé ce problème.
C'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, et vous le savez, le syndicat des propriétaires est toujours là pour le dire, c'est la défense des allocations. Alors vous me direz, et on me dit souvent, ah oui, mais c'est facile la défense des allocations. Non, c'est pas facile, c'est capital. Aujourd'hui, il faut considérer que les allocations doivent s'assimiler aux investissements que ferait une entreprise pour que cette entreprise continue à vivre. Il faut que les allocations ne soient plus la variable d'ajustement que France Gallo utilise justement pour les déterminer. La TVA et les allocations, Patrick Fellouz, on l'a bien compris. Christian de Villeneuve, si demain, Génération Gallo est fortement représentée, vous avez des solutions ? Oui, mais je voudrais vous dire auparavant que Génération Gallo est une équipe nouvelle et diversifiée qui a la conviction que la croissance est possible si France Gallo adopte une démarche vigoureusement entrepreneuriale. Ça veut dire que France Gallo a une vision, la croissance à long terme. France Gallo a une stratégie, des réformes indispensables pour atteindre cette croissance. Et France Gallo a les moyens, c'est-à-dire qu'elle a les ressources d'investir. Notre plan met en mouvement tous les acteurs de la filière dans le but de reconquérir, je dirais, les 3 P, les propriétaires, les parieurs, le public, puis de poursuivre l'amélioration de l'élevage et enfin de procéder aux réformes organisationnelles porteuses d'économie et d'efficacité. Mais nous pensons que la croissance est possible à 3 conditions. La première, si on renouvelle et modernise l'image des courses pour susciter l'attrait et le retour sur les hippodromes du public, des parieurs, et ainsi susciter l'intérêt des grands médias télévisés, audiovisuels, écrits ou parlés. Deuxième condition, si on recrute des nouveaux propriétaires en soutenant les allocations, en les traitant comme de véritables VIP sur les hippodromes, eux, porteurs de casaques, mais aussi leurs associés, et enfin, si on les accompagne sur la question fiscale. La croissance est encore possible si on recrute de nouveaux parieurs, en leur assurant, bien sûr, d'abord, un taux plus rémunérateur, en simplifiant la palette des jeux actuels et également en créant des jeux innovants et en développant les paris en ligne, terrain favorable pour les jeunes générations. Alors, vous m'avez demandé 2 mesures. Les 2 mesures principales sont 1. Surinvestir dans le marketing et la promotion du cheval et des courses. 2. Réformer le fonctionnement de l'organisation afin de dégager des ressources nécessaires pour alimenter les allocations des propriétaires. Tout cela ne se fera pas d'un coup de baguette magique, mais on est là pour en discuter. Alors là, on a bien compris, messieurs, c'était une vraie profession de foi. Et Christian de Villeneuve a monopolisé la parole, mais bon, on va se rattraper. Alors, maintenant, le grand débat commence, et là, ça va être contradictoire, donc vous pourrez à tout moment réagir si vous le souhaitez. On va avoir, on l'a dit, 6 thèmes, et on va commencer, si vous le voulez bien, tout de suite avec le thème numéro 1, il s'agit des allocations. L'État a mis en garde, si Longchamp se fait, il faudra sans doute un gel des allocations. Cette question des allocations, elle suscite bien évidemment beaucoup d'interrogations, comme celle notamment de Christophe Letout. Je suis un entraîneur de province et je m'aperçois qu'on a encore des allocations de 3 500 € sans prime dans certains hippodromes. Alors, ou on supprime carrément ces hippodromes-là, ou bien on augmente les allocations. Tout dépend à quel niveau on va les geler, si c'est un gel général de toutes les allocations, ou bien si c'est en fonction des catégories de chevaux, d'âge, et ainsi de suite. Peut-être qu'on pourrait voir ça un petit peu différemment. Alors, justement, pour débattre à l'occasion de ce thème des allocations, Christophe Fugnon, journaliste à Paris Turf, nous a rejoint. Bonjour à tous. Ma première question, elle va bien sûr à Patrick Fellouz. Vous avez fait un thème de campagne des allocations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les propriétaires? Est-ce qu'on peut maintenir ces allocations? Est-ce qu'on doit les augmenter? Oui, mais ça, c'est assez démagogue, non? Alors, justement, encore une fois, mon discours sur ce plateau sera de rester dans du concret.
Pour nous, les deux sujets sont les allocations et la TVA. On reparlera de la TVA tout à l'heure. Donc je disais tout à l'heure que les allocations, aujourd'hui, doivent être considérées comme un investissement, comme un outil de production, comme une entreprise. Si une entreprise s'arrête d'investir, eh bien, elle se meurt petit à petit. Elle va vers la régression. Alors, tout à l'heure, Bruno, vous m'avez vite repris la parole. Maintenant, vous me la redonnez à ce sujet. Je voudrais argumenter le sujet des allocations. A-t-on déjà vu 1 euro d'allocation qui ne serait pas recyclé dans la filière, quel que ce soit un propriétaire, que ce soit un éleveur, que ce soit, je peux dire aussi un parieur. Je veux dire que l'intérêt de considérer l'allocation l'assimiler à un investissement, c'est comprendre que tout ce qui est recueilli des allocations est reversé dans la filière. Alors, reversé dans la filière, soit en acquittant des charges que nous devons, que les propriétaires, éleveurs doivent à leurs prestataires, soit, en général, quand il reste un petit peu, on sait que le propriétaire, moi je suis propriétaire depuis 40 ans, il m'est arrivé d'avoir de bonnes années, tout est réinvesti, et je sais que 100% des propriétaires, une grande majorité des propriétaires, fait comme ça. C'est pour ça qu'il faut changer l'idée que l'allocation, une décision de hausse, de gel ou de baisse des allocations, c'est c'est avant que le budget de France Gallo soit décidé que le montant des allocations doit être déterminé en début de budget. Oui, mais Patrick, du coup, il y a quand même un problème. 2,2% de perte de produits bruts des jeux depuis le début de l'année. Vous préconisez 1,5% d'augmentation. Comment on trouve l'argent quand même? Concrètement, vous arrivez au pouvoir, en janvier. Comment vous faites? Attendez, pardon, Christian, je réponds et puis je vous laisse la parole. Je ne préconise pas 1,5%. On dit qu'on souhaiterait avoir 1,5%. 85% de vos adhérents souhaitent 1,5% oui, et vous avez interrogé sur le sujet. C'est le questionnaire qu'on a envoyé. Voilà. Je souligne d'ailleurs que dans ce questionnaire, on n'a pas demandé s'il fallait augmenter les allocations, comme certains le disaient. On a simplement, la question était, trouvez-vous responsable d'augmenter les allocations? Et effectivement, 85% d'entre eux ont répondu oui. Mais nous, au syndicat, on dit qu'il faut protéger les allocations. Déjà, gelons-les pour 2016-2017. C'est fait, ça. Voilà. Non, mais... Oui. Christian ? Non, mais moi, je suis d'accord avec Patrick. Les allocations sont une priorité. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Puisque maintenant, c'est comment les financer. Comment les financer? Alors, je pense qu'il y a deux terrains. Le premier, en interne. En interne, c'est-à-dire faire des économies. Faire des économies sur le coût de fonctionnement. Moi, je crois beaucoup dans la mutualisation des fonctions support avec le TRO, qui va apporter de réelles économies. Dans l'aménagement du programme des courses, on en parlera plus tard, on peut avoir de nouvelles ressources. Et puis aller chercher des ressources à l'extérieur. Et je crois qu'on pourrait avoir, à France Gallo, un directeur commercial dont la seule fonction serait d'aller rechercher des financements annexes. C'est quoi des financements annexes? Alors, demain, ce sera les droits télévisés. On peut rêver, mais aujourd'hui, c'est l'organisation de manifestations, c'est le développement du sponsoring, c'est le développement des partenariats. OK pour maintenir les allocations, bien entendu, c'est le nerf de la guerre, il en va du destin des propriétaires. Économie en interne, aller chercher des ressources à l'extérieur. Évidemment. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christian de Villeneuve, parce que c'est aussi notre politique, à savoir, il faut faire des économies d'échelle, parce que le TRO a son organisation, France Gallo a son organisation. Si on pouvait se mettre autour d'une table et essayer de gagner tous les grands groupes, Carrefour, Auchan, etc., font des centrales d'achat. Pourquoi il n'y aurait pas une centrale d'achat pour le TRO et le galop? Le TRO et le galop, c'est les courses. Et les courses, c'est ce qui nous passionne tous. Donc, à partir de ce moment-là, il faut faire des économies ensemble. Marcel Chabot, ça va jusqu'à une seule société mère?
Comment vous dites ? Ce serait une seule société mère ? Non, sans que ce soit une seule société mère, mais Rendez-vous dans 10 ans. On verra, Oui, ça, on verra à ce c'est moment-là, pas sûr. mais que l'on puisse se mettre à table et même pour acheter le papier de photocopieur, qu'on puisse les acheter ensemble, de façon à faire des économies. Des mutualisations. Voilà, des mutualisations pour faire des économies. Et de notre côté, le PMU, on a beau taper sur la tête du PMU sans arrêt. Le PMU, il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne. S'il a 4 partants dans une course, il ne peut pas faire la recette, c'est pas possible. Donc il faut absolument revoir le programme, tout en protégeant le programme de sélection, mais il faut avoir le programme pour que le PMU ait l'outil pour nous faire la recette. Et pourquoi ça n'a pas été fait déjà à France Gallo, Bertassin ? Beaucoup de choses qu'on a dites ont été faites, notamment la mutualisation des achats, des choses de ce genre. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Les allocations, c'est l'objectif des objectifs. C'est pas compliqué. Patrick dit que c'est un investissement. Christian dit que c'est une priorité. C'est l'objectif des objectifs. Et là, on est forcément tous d'accord. Alors, c'est un investissement, ce qui veut dire que dans les années de perte, l'année dernière, cette année, l'année prochaine, probablement dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, c'est un investissement qu'il faut faire. Et encore une fois, pour faire cet investissement, il faut un partenaire. Et ce partenaire, c'est forcément l'État. L'État doit nous aider à investir pour les allocations, pour ce passage difficile. Bien entendu, il faut, dans le même temps, qu'on cède, et toi, c'est le FEDRA, et il faut qu'on gagne en gestion. Alors, je vais plus loin, je pense qu'il faut fusionner un certain nombre de services support entre le trot et le galop, et sans doute le PMU. Puisque le PMU, ce sont des cracks en informatique. C'est une des sociétés informatiques les plus puissantes, les plus compétentes en France. Et on se retrouve le moyen d'avoir trois services informatiques entre le PMU et les 2 sociétés mères. Ce n'est qu'un exemple. Donc je pense qu'il faut aller plus loin. L'objectif des objectifs, c'est les allocations. Donc il y a de la gestion. Mais par ailleurs, on ne fera rien sans l'aide à l'investissement que moi je pense qu'il faut absolument aller chercher dans cet accord gagnant-gagnant avec l'État. Le chiffre, on le connaît tous. Au-delà de la question des programmes, et on va en reparler tout à l'heure, si j'ai bien compris, 500 millions d'investissements à la Française des Jeux quand le PMU en investit une centaine, voire un peu moins. Je ne vois pas comment, si votre concurrent investit 5 fois plus que vous ne vous retrouvez pas extrêmement mal à l'arrivée, sachant qu'au départ, en plus, le PMU souffre vis-à-vis de la Française des Jeux d'une concurrence que j'estime un peu déloyale. Hubert Tassin, juste pour un petit arriver mot, à faire messieurs. des 500 millions d'investissements, il faut aussi 500 millions de recettes. Donc il faut d'abord s'attacher à faire la recette. Je suis entièrement d'accord, sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où l'État gagne 1 milliard et que les sociétés de course et le PMU ont 1,5 milliard, dont seulement 600 millions pour les acteurs eux-mêmes, je pense que quand je dis accord gagnant-gagnant, c'est que l'État, pour passer de 1 milliard à 1,2 milliard, doit investir à nos côtés. On ne peut pas faire seul les investissements alors que les 2 tiers du résultat opérationnel sont pris en impôts. Messieurs, Alors, très vite, Patrick Fellou, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a déjà dépassé le temps qui était imparti pour les allocations. Donc, en 30 secondes, en guise de conclusion. Donc je voulais juste poser une question à Hubert. On est passé d'une question sur les allocations aux ressources, c'est-à-dire aux solutions des ressources. Donc je voudrais effectivement tout à l'heure que nous en parlions. Effectivement, une des ressources serait le sponsoring. Moi, j'ai une question à vous poser, Hubert, mais c'est... Réponse courte, Hubert Tassin. C'est une réponse strictement technique. Comment expliquer que toutes les courses, ces 5000 courses PMU, les 5000 courses premium, qui courent au galop et en obstacle, n'est pas un sponsor. Est-ce que c'est une raison technique? Est-ce que c'est France Gallo qui fait la fine bouche? Ou parce qu'on n'a pas pris une société spécialisée dans le domaine pour nous aider à le faire. Il faut essayer, mais ce n'est pas facile. Le problème, vous le connaissez tous, le problème, c'est la répétitivité ressentie de notre activité. Pourquoi les grandes chaînes ne veulent pas de nous? Parce qu'elles ne veulent pas de nous tous les jours. Elles ont l'impression que tous les jours, c'est la même chose. Les grandes chaînes anglaises... C'est le sujet des médias. Oui, et bien c'est le même. Si vous n'avez pas de médias... Alors justement, on y viendra. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, avec cette rapidité, avec ce nombre de courses colossales que vous avez indiqué, France Gallo a beau être la société mère, France Gallo n'est pas l'organisateur de toutes les courses en France, et il y a des sociétés de province. Et Christian, qui est vice-président d'une des sociétés de province, je voulais être rassuré à Clairefontaine, toutes nos courses sont sponsorisées. Messieurs, je reprends la main. Je reprends la main. En ce qui concerne les allocations, c'est terminé. On va tout de suite changer de terminé. thème et on va évoquer la TVA.
Allez, je parle sous votre contrôle. Les propriétaires ont subi une augmentation de 17,9% lorsqu'ils achètent des chevaux. La TVA est passée de 2,10 à 20%. Et par ailleurs, les prestations liées à l'entraînement ont augmenté de 13%. Ce surcoût a bien évidemment des répercussions sur la clientèle. Comment témoigne Pascal Ada? Je pense que les propriétaires qui s'interrogeaient s'ils allaient continuer ou diminuer leur effectif, ce genre de mesures, même psychologiques, les forcent un petit peu à finalement réduire la voilure ou à arrêter. Bon, voilà. D'ailleurs, les sociétés de course, que ce soit le galop ou le trot, ont pris des mesures d'aide, entre guillemets, pour atténuer cette augmentation de la TVA. Même s'ils continuent sur le plan financier à le faire, c'est bien, mais ça aura eu un impact psychologique et de toute façon négatif. Mais voilà. Marcel Chawat, ces propriétaires, ils souffrent quand même, non? Oui, absolument. Moi, je me souviens, on payait 5,5 sur les frais d'entraînement. On est passé à 7, puis on est passé à 19,6, et puis aujourd'hui, on est à 20%. Donc, moi, je crois qu'il faut défendre deux choses. La première, c'est que la TVA de 5,5 à 20 est entrée dans les caisses de l'État, donc c'est un impôt. Il faut peut-être aller discuter avec l'État pour expliquer qu'ils sont en train de tuer la filière. Mais c'est quand même 70 000 personnes. Pas que l'État. C'est l'État, c'est quand même l'État aussi. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on donne quelque chose quelque part et qui nous affaiblit, on est bien obligé de dire, écoutez, il faut arrêter, il faut nous donner une compensation. Et je crois qu'il faut un homme d'envergure pour aller discuter de ça à Bruxelles. Et ça me fait penser qu'on a eu un grand capitaine d'entreprise, Jean-Luc Lagardère, qui malheureusement est parti trop tôt. Aujourd'hui, on a une opportunité qu'on n'a pas le droit de laisser passer. On a un vrai chef d'entreprise qui se présente, c'est Daniel Augereau. Je crois que c'est toi. Bien joué. Non, pas du tout. Non, mais moi je ne suis qu'un petit second. Un messager. Un messager, j'ai envie de dire. Alors, un messager. Donc, si vous voulez, il a pas le temps je de venir, pense que Daniel Augereau est le seul Bon, aujourd'hui ayant la carrure pour aller défendre ce dossier à Bruxelles. Voilà. Donc, pensez-vous que c'est un vain espoir d'aller s'attaquer à Bruxelles? Ah ben c'est bien, c'est pas Bruxelles, c'est l'État français. Ce qui s'est passé, c'est que cette hausse de TVA qui est effectivement imposée par une directive de Bruxelles, d'abord c'est l'État français qui l'a mise en œuvre, différemment pour les courses et pour les concours hippiques, différemment de ce qui s'est passé par exemple en Irlande. Donc c'est l'État français qui est responsable. Et deuxièmement, un engagement avait été pris par monsieur le ministre des Budgets devant les deux présidents des sociétés mères, disant la totalité du trop perçu, entre guillemets, vous sera reversée aux propriétaires non intervenants avec une clé de répartition. Et il y a eu rapt. Il y a eu rapt d'abord au profit des clubs hippiques qui ont eu un lobbying différencié de nous, et qui est quelque chose, c'est extrêmement frustrant compte tenu des efforts qu'on fait à travers des investissements dans le fonds. Bien. Et la deuxième chose, c'est que l'État n'a pas tout reversé. C'est-à-dire que l'État avait pris l'engagement de dire « ça m'a imposé de Bruxelles, je vous promets, je vais tout vous rendre », mais il n'a rien rendu. C'est bien ce que je disais au départ, il faut aller discuter avec l'État. Et c'est donc avec l'État, c'est bien ce que je dis. Et c'est quelque chose que, personnellement, je mets dans le fameux accord gagnant-gagnant, c'est la TVA, sachant quand même que... Il faut rétablir un peu, parce qu'il faut se faire un petit peu l'avocat du diable, mais 70 millions d'euros en moins dans les caisses de l'État, avec la diminution des courses. En 2010, nous avons reversé... En 2010, nous avons reversé 1,24 milliard millions. Aujourd'hui, nous sommes à 950 millions. Non, mais l'État fait les comptes comme vous. On dit, attendez. Alors, s'il fait les comptes comme ça... Il y a une baisse des enjeux, tout simplement. La baisse des enjeux est due au programme. Et donc, si on remonte les enjeux, l'État va pouvoir récupérer plus d'argent. Et si vous avez 4% de chevaux à l'entraînement en moins en France, ce qui est le cas, et ce qui est largement dû à cette mesure de TVA, l'impôt tue l'impôt, l'État est en train de le prouver. Messieurs, on est contre gentlemen. Vous avez monopolisé la parole. Patrick Fesneau, j'aimerais s'exprimer. Non, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, parce que ce que vous dites, Hubert, est tout à fait juste. D'abord, il faut que l'affaire de la TVA soit prise avec une volonté politique déterminée par le futur président de France Gallo. Parce que s'il y avait un sujet, s'il y avait un sujet parmi ceux sur lesquels nous devons gagner, à part les allocations, mais on est tous d'accord sur les allocations, c'est la TVA. Parce que la TVA, comme le disait Pascal Ada, ce n'est pas du tout un problème psychologique, les propriétaires disparaissent petit à petit à cause de la TVA. Alors, au syndicat des propriétaires, on propose des solutions en tous les cas. Alors, il y a le fameux Bruxelles. Le fameux Bruxelles, c'est le lobbying qu'il faut faire à Bruxelles. On est tous passés une fois à Bruxelles. Alors, Bruxelles, c'est le tapis rouge.
on est bien reçus, ils écoutent, on nous dit qu'on a raison, on repart avec beaucoup d'espoir, mais finalement, c'est une véritable chimère. On n'aboutit pas. Il faut continuer notre lobbying à long terme. OK pour Bruxelles. Maintenant, au niveau national, ce que nous devons faire, c'est que le futur président de France Gallo doit rencontrer la tutelle pour dénoncer l'inégalité de traitement qu'il y a eu entre les sports équestres et nos courses. Et cette égalité de traitement s'est faite parce que le lobbying a été certainement mieux fait, mais aussi parce que les sports équestres, c'est des amateurs aimant les chevaux, et que les courses, c'est des propriétaires fumant le cigare avec des chapeaux melons. Donc c'est pour ça que nous demandons que cette prime de 100 €, enfin c'est pas une prime, c'est ce reversement de TVA partiel de 100 €, parce qu'il faut le dire, tous les mois, oui, il y a une petite compensation. Il y a une petite compensation. Voilà. Nous demandons que cette prime, ce reversement passe de 100 à 200 €. Et pourquoi pas 400 ? Alors, 400, c'était l'engagement du gouvernement, grosso modo. Alors, on demande... Non, mais parce que, si vous voulez, ce qu'il faut... Parce que c'est un peu démagogique, je trouve, votre proposition. Attendez, peut-être. Pourquoi pas 400 ? Ce que je pense qui serait démagogique, c'est justement demander 400 alors qu'aujourd'hui, on n'est même pas servi comme on devrait l'être. Alors, pourquoi pas 400 ? Effectivement, on peut aller 400 pour aller obtenir 200. Mais je dis que déjà demander 200, pardon, dans toutes les professions de foi que j'ai lues, il n'y en a aucune qui demande ni 100, ni 200, ni 400. Hein. On demande, voilà, bon, c'est simplement pour répondre à votre histoire démagogique. Maintenant, une dernière chose. Allez-y, rapidement, parce que Christian Villeneuve n'a pas encore pris la parole. Non mais d'accord, une dernière chose. Il faut que les propriétaires sachent comment cela fonctionne. Il suffit d'avoir une toute petite part de poulinière pour avoir droit de récupérer sa TVA. C'est-à-dire qu'on peut avoir 5% d'une poulinière pour avoir le statut d'éleveur et avoir droit de récupérer la TVA. Sauf que il y a un sujet qui bloque les propriétaires en dehors du risque de contrôle fiscal que tout le monde craint, qui est plutôt à moitié vrai, qui n'est pas tout à fait vrai. C'est surtout qu'il faut présenter, pour récupérer cette TVA, une comptabilité, au moins une comptabilité simplifiée. Ce que nous proposons, 15 secondes. C'est fini, c'est que cette comptabilité simplifiée, ce soit France Gallo qui nous aide à mettre ça en place. De toute manière, il faudra parvenir à régler ce problème de TVA en fin d'année. Avec France Gallo. Voilà. Merci à vous. Christian, concernant la TVA, rapidement, je suppose. Oui, très rapidement, parce que tout a été peu dit. D'abord, on peut regretter que certains pays de la communauté européenne, eux, ne soient pas en conformité avec les mesures européennes. Je crois comme l'Irlande, par exemple. L'Irlande et alors Hollande. Voilà. Je crois que c'est assez démagogique de penser qu'on va revenir très rapidement sur le taux de TVA. Est-ce qu'il faut baisser les bras ? Certainement pas. Donc il faut constituer, je dirais, un lobby monde cheval, qui va aller voir pas seulement la tutelle, parce que la tutelle... C'est pas utopique un petit peu, ça, non ? C'est pas utopique de vouloir rassembler... Non. Christian, ça veut surtout dire qu'ils ont mal fait leur boulot jusqu'à maintenant, alors, les dirigeants. Eh ben, on a mal été défendus. Ils le reconnaissent. D'accord. Non, mais et voilà. Et un lobby, mais ça veut dire aller voir les députés, les sénateurs, de faire une vraie mobilisation autour du cheval. Rappelez, comme l'a dit Hubert, les engagements de l'État et l'engagement du pouvoir. Et puis, il faut penser aux propriétaires au niveau individuel et les assister et peut-être trouver des moyens de faciliter l'assujettissement à la TVA. Ça sera le mot de la fin. Merci, juste un tout petit mot. Hubert Tassin, c'est 10 secondes. Sur la TVA, premièrement, la proposition de Patrick a été étudiée, elle avait été rejetée par le ministère du Budget, donc il faut la faire à nouveau. C'est-à-dire que France Gallo et le cheval français fassent une comptabilité à minima des propriétaires pour récupérer la TVA. Deuxième chose, en Angleterre, donc c'est quand même un pays qui est dans la communauté européenne, donc on en pense, un système de récupération de TVA a été mis en place à partir de sponsoring. Donc c'est également une piste qu'il faudrait suivre. Tout à l'heure. De sponsoring des propriétaires. Des propriétaires. Et donc c'est pour ça que quand vous allez aux courses en Angleterre, vous voyez, ce cheval est entraîné à tarte-poil. Voilà, ça suffit pour récupérer la TVA. Et ce sera le mot de la fin. Non, Christian, c'est terminé. Désolé. On va, si vous voulez bien, changer de thème et passer au nouveau Longchamp. Dans quelques instants, on va accueillir Sylvain Copier. Auparavant, on va bien évidemment évoquer Longchamp, un projet qui a été acté sans l'argent des Qataris et donc par conséquent avec un emprunt. Quelles sont les attentes des professionnels ? Élément de réponse avec Julien Philippon.
j'ai vu la maquette et ça a l'air très intéressant. Évidemment, moi, ce que j'attends en priorité, c'est une PSF et un éclairage pour avoir de nouvelles choses qui puissent permettre d'amener du monde. Recentrer les cours sur le vendredi, samedi, dimanche à Longchamp et que ce soit vraiment à date quelque chose d'un petit peu spécial, comme peut être par exemple Windsor en Angleterre le lundi. Donc voilà, je voudrais vraiment que Longchamp soit un outil de fête. On parle de 45-50 réunions. Moi, je trouve que c'est assez peu au final. Je pense qu'un endroit comme celui-ci devrait être utilisé vraiment au maximum. Voilà, donc il y a beaucoup d'attentes. Christian de Villeneuve, vous parliez de ces propriétaires VIP. Ils vont avoir un endroit où ils vont pouvoir justement être accueillis comme il se doit, non ? Pas seulement les VIP, j'espère. Non, mais comme je l'ai dit, je pense que le nouveau Longchamp, à la différence de mes 3 amis, est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une vitrine internationale digne de ce nom, comme le sont le Stade de France, Bercy ou Roland-Garros. Pour le moment, on nous présente, et je trouve que les efforts qui sont faits dans cette direction sont bons, on nous présente les plans des tribunes. Les tribunes, c'est bien, mais ce que j'aimerais savoir, moi, c'est qu'est-ce qu'on a prévu pour le spectacle ? Qu'est-ce qu'on a prévu pour promouvoir la mise en scène des courses, pour la mise en scène, la théâtralisation du cheval ? Par exemple, a-t-on pensé à mettre en place des pistes de travelling de telle façon à mieux filmer les courses ? Va-t-on mettre en place le fameux système du tracking system qui permet de suivre le cheval qui a été l'objet de son pari ? Le deuxième point Ça, ce sont des choses que vous pousserez. À fond. Le deuxième point qui est très important pour le Nouveau Longchamp, il faut qu'il redevienne un centre de vie, un rendez-vous de vie parisien. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense qu'il est nécessaire que, parallèlement à l'activité hippique, il y ait à côté des restaurants, des commerces, des animations de loisirs. Il y a des restaurants célèbres et très bons à côté de Longchamp. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas à l'intérieur. Enfin, je crois qu'il faut que, pour que Longchamp devienne un lieu de vie parisien, un centre de vie parisien, il faut qu'il devienne un rendez-vous, qu'on puisse avoir des rendez-vous à jour fixe. Je m'explique, il faut qu'il y ait plus de réunions, plus de réunions, dans la mesure où, pourquoi pas, on dirait, tous les vendredis soirs, course, ou jeudi soir, comme vous voulez, tous les vendredis soirs, il y a un monsieur qui souhaite intervenir. Je ne l'ai pas présenté encore, Christian. Mais Sylvain Copier, il est avec nous. C'est la raison pour laquelle, parce que c'est un lieu de débat, je suis favorable, à la piste PSF, à une nouvelle piste PSF à Longchamp et à son éclairage. Alors, bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Vous allez être un peu l'aiguille. Alors là, moi, je vais être direct. Le nouveau Longchamp, il y a quelque chose qui me sidère. Comment est-ce que vous pouvez penser qu'un nouveau Longchamp va relancer l'activité en France ? Quand vous allez en semaine, il n'y a personne sur le champ de course. Qu'est-ce que des nouvelles tribunes vont changer ? Qu'est-ce qui est prévu sur les transports ? Qu'est-ce qui est prévu pour les parieurs ? Pour l'instant, moi, si vous voulez, le nouveau Longchamp, je suis d'accord. Si c'est pour faire une coquille vide à plus de 130 millions, et encore, le coût sera relevé, à mon avis, c'est pas la peine. Je rappelle simplement que l'éclairage et la PSF n'ont pas été actés ni validés. Voilà. Allez-y, Marcel. Bien, alors le nouveau Longchamp, c'est très bien. On a besoin d'une vitrine, je suis complètement d'accord. Mais vous avez dit en introduction, Bruno, que c'est sans l'argent du Qatar. Sans l'argent du Qatar, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, on remplit Longchamp juste le jour du Qatar près de l'Arc de Triomphe. Le reste du temps, on ne le remplit pas. Donc, si j'avais eu quelque chose à dire, j'aurais dit, faisons un petit bijou Longchamp, mais adapté à la clientèle qui vient d'une façon régulière, et mettons, pendant ce week-end du Qatar Arc de Triomphe, des tribunes éphémères de façon à recevoir le public nécessaire. Maintenant, si c'est pour le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, que l'on refait Longchamp, ils n'ont qu'à financer. Nous n'avons pas les moyens de le faire, ou alors on pompe toutes nos réserves, on fait des emprunts, etc. Donc, il arrive un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut aller dans le mur, allons-y. Il y a une vraie concertation pour Longchamp, ça s'est fait comme ça au détriment des autres. Bon, ça a été relevé. Les 3 associations de propriétaires n'étaient pas contre Longchamp. Nous disions que le tempo n'était pas bon. Non. Vous avez varié, vous, hein ? Ce Longchamp, aujourd'hui, on va venir. Non. Nous étions, au syndicat des propriétaires, pour le faire coïncider avec le plan PMU 2020. Maintenant, le vrai problème de Longchamp. Aujourd'hui, Longchamp a été décidé, les dés sont jetés.
il faut être légitimiste. On ne va pas commencer à rediscuter les choses, le Qatar. Le vrai problème, c'est le financement. Le problème du financement aujourd'hui, c'est que, d'abord, personne ne croit que ça ne coûtera que 131 millions. Personne n'y croit et je pense que on sera vite converti au fait que... attrapé par la police. Voilà, ça arrivera assez vite. On va puiser fatalement dans nos réserves, puisque déjà, je crois qu'au dernier conseil d'administration, il a été dit que 17 millions seraient prélevés pour le futur Longchamp. Donc on les prend d'où? De nos réserves. Et la grande crainte du syndicat des propriétaires, c'est que finalement, en pompant les réserves, eh bien, on finisse par limiter les allocations. C'est ça le vrai sujet Longchamp. Tout ce qu'on dit tous autour de cette table est juste. Effectivement, Longchamp, il faut que ce soit... Nous, on dit qu'on pourrait en faire une cité du cheval. Une cité du cheval européenne. On a les Jeux Olympiques qui arrivent, l'exposition universelle peut-être aussi. Pourquoi il n'existe pas une cité de cheval universelle européenne? Pourquoi ne pas avoir un projet comme celui-là? Parce que finalement, nous, on avait fait une interview de Philippe Germont et on avait l'impression qu'il y a un raté avec le nouveau Longchamp. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose de mieux et avant surtout, quand la croissance était là? Oui, mais avant, c'est fini, c'est trop tard. Alors, plusieurs choses. Premièrement, Patrick l'a dit, les associations de propriétaires représentées étaient opposées à ce Longchamp aujourd'hui dans ces conditions financières. Donc maintenant c'est fait. Il va falloir faire de cette contrainte financière considérable pour les allocations, de cette contrainte financière, un succès. Alors, vitrine, a dit Marcel, le problème des courses plates en France, c'est que nous avons 3 vitrines. Donc c'est plus cher que d'en entretenir une comme le trot ou une comme l'obstacle, puisque nous avons une vitrine, Chantilly est une vitrine, Deauville est une vitrine exceptionnelle pour tout un élevage, et Longchamp en est une 3e. Donc effectivement, les investissements sont plus compliqués à financer pour notre activité. Petit bijou, c'est quand même le projet. C'est un projet que je n'ai pas soutenu. C'est un projet qui est beaucoup plus petit que le projet d'aujourd'hui, que moi je trouve assez peu ambitieux dans ce fait-là, dans lequel on va construire des tribunes en plastique le jour du Prix de l'Arc de Triomphe. Donc ça correspond un peu à ce que vous avez dit, même si c'est un peu pharaonique, c'est extrêmement... Bon, ça a beaucoup de défauts. Moi, j'ai toujours appris que je dépensais l'argent si je l'avais gagné. Voilà. Non, mais il y avait des réserves quand même. Pacontal l'avait suffisamment... Il y avait 210 millions de réserves. Si on en met 50 ou 80 dans des pertes, on emprunte, les taux sont extrêmement favorables. La totalité des réserves en un seul lot. Non, c'est pas vrai, c'était des réserves... Pacontal l'avait très bien expliqué. Il y a 73 millions de réserves qui étaient affectées et on en dépense 130. Donc de toute façon, ça veut dire qu'on va chercher d'autres. Mais on ne dépense pas 130, on sait très bien qu'on va arriver à 180. Alors, donc, je finis. Quel pessimisme. L'emprunt ne paraît pas sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de financement par les recettes propres de Longchamp. Organiser un quintet à Longchamp ou à Mont-de-Marsan, ça ne fait pas suffisamment de différence avec plus de courses. Pour réussir Longchamp, à mon avis, il faut partir de ce qui est fait, ce qui est lancé. C'est la base, et trouver un partenaire. Alors Patrick a évoqué la Cité du Cheval, peu importe. Il faut trouver un partenaire spécialiste des loisirs qui fasse de Longchamp un lieu de passage. Qui est 10, qui est 15, qui est 25 ou qui est 30 réunions, de toute façon, plus il y aura de réunions, moins il y aura de public par réunion. Ça ne sera pas rentable. Je ne sais pas si Longchamp doit être le paradis des cyclistes, et si avec la Fédération de cyclisme, on doit faire quelque chose autour des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si Longchamp doit être un endroit où il y ait un cirque. Je ne sais pas ce qu'on peut faire à Longchamp, mais il faut trouver un partenaire, un partenaire spécialiste des loisirs à la région parisienne pour faire de Longchamp un lieu de passage. Je reprends mon exemple. Je vous ai donné 10 secondes, vous m'avez pris la main, vous avez fait une minute. Allez, faut conclure là. Ascot, qui est pourtant un endroit que je ne trouve pas réussi au point de vue hippique, est un endroit dans lequel il y a 30 jours où il n'y a pas d'opération. Voilà, merci, ce sera le mot de la fin. On change tout de suite de thème. Oui, on dit les choses. Allez. On aborde un nouveau thème, il concerne le programme et les hippodromes. L'État a donc donné son feu vert pour Longchamp, en échange, semble-t-il, de la fermeture d'un hippodrome parisien à la fin 2017. On parle de supprimer les courses PMH, on a déjà commencé. Forcément, cela inquiète. Christophe Letour réagit. Écoutez, moi je suis de province, je vais défendre la province. Depuis que je suis installé entraîneur depuis une petite quinzaine d'années, j'ai créé 25 à peu près Kazakhs, des gens qui n'avaient surtout pas de chevaux et qui ne connaissaient absolument rien. Ces gens-là me sont restés pour la plupart fidèles, et ce sont sur ces petits champs de course que je les ai trouvés. Et très franchement, quand on voit qu'il y a quelques milliers de personnes sur un hippodrome qui réunit 2 ou 3 réunions par an, exemple Plestin-les-Grèves où il y avait 5000 personnes, là on va susciter
peut-être des futurs propriétaires, on va susciter peut-être des futurs joueurs. Et c'est sur ces champs de course-là qu'on va justement trouver cette manne qui nous manque. Il est inquiet, Christophe Le Touilly-Bertassin, il a raison. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce qui marche? Les hippodromes ruraux marchent. Donc c'est eux qui doivent être le modèle pour les hippodromes nationaux. L'erreur, ça serait de dire qu'il faut supprimer des hippodromes sur lesquels il y a entre 1000 et 3000 personnes pour courir à 10h du matin sur des hippodromes urbains sur lesquels on a beaucoup de mal à faire venir les gens. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quelque chose que disait toujours Lagardère. Il disait il faut supprimer 0 hippodrome. Alors, il en a supprimé un, c'est Évry. Donc, une des forces des courses françaises, et je reviens un peu à l'histoire de l'accord gagnant-gagnant, c'est son maillage régional. Il y a 230 hippodromes, ça fait 230 députés, 230 sénateurs. Je trouve qu'on ne les a pas assez bien fait jouer. Parce que sinon, ça ne sert à rien de les avoir. Mais en revanche, quand vous demandez de supprimer un hippodrome, où qu'il soit, vous avez une réaction locale. Donc ça, il faut s'en servir. Et par ailleurs, ce que dit tout est vrai. Moi, je n'ai pas découvert les courses à Longchamp. Hein. J'ai découvert les courses plutôt à Châtillon-sur-Chalaronne qu'à Longchamp. Donc, on a tous besoin de cela. Et ce qui amène du public, des futurs propriétaires, des futurs joueurs, des futurs entraîneurs, des futures personnes qui s'investissent dans l'institution, pour moi, ce sont les courses régionales. Et donc, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Il y a un problème de partant. Je pense que mon voisin va en parler plus. Il y a un problème de partant, c'est pas en supprimant ce qui marche qu'on arrive à réparer ce qui marche. Mais alors, n'oublions pas également que ces courses régionales, Christophe, je vous coupe un petit instant, ce sont des petites valeurs aussi. Et les petites valeurs, est-ce qu'on les prend aussi en compte? Ah bah, ça c'est la question des programmes. Mais il n'y a pas de sommet sans base. Il n'y a pas de base sans sommet. Je le répète toujours. Il n'y a pas de base sans sommet, mais il n'y a pas de sommet sans base non plus. Mais il faudrait, je pense, remettre les programmes à plat. Ça, je suis plutôt que commencer à amputer des courses à droite, à gauche, même si c'est les fédérations ont contraint de le faire. Aujourd'hui, les gens qui ont été obligés, les régions qui ont été obligées d'éliminer des courses ne sont pas contents. Et au fond, tant qu'on ne remettra pas les programmes à plat, c'est-à-dire essayer de rationaliser les programmes PMH, PMU, on ne pourra rien faire. Voilà. Moi, je pense que, très honnêtement, dans notre campagne, on a toujours dit qu'il fallait faire un audit. Un audit, c'est quoi? C'est étudier la chose. Aujourd'hui, il n'y a pas la recette, il n'y a pas les partants. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Et il faut essayer de régler les problèmes. Pour ça, il faut faire une étude, il faut tout mettre à plat, comme dit Patrick, et reprendre toutes les catégories de courses, savoir combien on a fait de partants dans telle catégorie de courses, les G, les F, les B, les D, etc. Et essayer de rationaliser pour arriver à faire les partants nécessaires. Ensuite, pour les hippodromes, il faut aussi faire la même chose. Il faut aller voir hippodrome par hippodrome, voir ce que ça coûte, voir si c'est vraiment intelligent de les garder ou de les fermer, je ne sais pas. Il faut étudier les choses. Il faut pour ça faire une audit. On ne peut pas parler de tout et n'importe quoi en affirmant des choses sans être sûr de ce qu'on raconte. Non, moi je crois que les 232 ou 252 hippodromes en France participent à la culture hippique française. Donc ils sont extrêmement importants. Mais je crois qu'on ne peut pas assigner la même mission à tous les hippodromes. Donc il y a les hippodromes parisiens, il y a les hippodromes pôles régionaux, qui peuvent accueillir des courses premium, dans des conditions de sécurité et de confort. Et puis il y a cette multitude de petits hippodromes dits petits qui participent à l'animation des villes et des villages et qui ont 1, 2, 3 au maximum journées par an et qui effectivement ont du public. Sur les hippodromes, on ne peut pas, de temps en temps, j'entends, et tout à l'heure, Sylvain Copier disait, il n'y a personne à Roland-Garros, à Longchamp. Le week-end, c'est déjà beaucoup moins vrai. Et c'est vrai qu'on ne peut pas demander en semaine d'avoir des hippodromes pleins. En ce qui concerne les partants, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inquiété de la suppression d'environ 200 courses cette année, hein, c'est ça. Bon, il faut savoir quand même que les 10 dernières années, on en a créé 700. Et donc c'est moins de 5% qu'on supprime cette année, et que
Ce qu'il faut, c'est faire la chasse à la course creuse. Bravo. Eh ben, c'est pas- mais c'est attends, exactement Et on a ce fait, que nous disons. exactement le contraire. C'est pour ça que Génération Gallo a une proposition. Génération Gallo, depuis un certain temps, reprend tous les thèmes Marcel, il n'y a pas de mal à ça, tant mieux. Tant mieux. Tout ce qui m'intéresse, c'est que ça fonctionne. Tout à l'heure, tu disais que... Attends, j'ai pas terminé. Une question... Cette solution, Christian, préconisez-la. C'est que je pense qu'on devrait avoir à France Gallo un secrétaire chargé responsable de l'optimisation. C'est ce que nous proposons. Bah, t'as bien lu les Arrêtons, ça n'a aucun intérêt. Vous vous êtes piqué vos propositions de fois, mais tant mieux, je m'en fous. Parce que vous pensez que France Gallo ne fait pas d'efforts. Si, François Boulard, il a un boulot fictif. Donc Ça existe. La seule chose, c'est que... ça, on voit le résultat. On voit le résultat, il y a des courses de 4 et 5 par On ne peut pas demander aux gens deux choses à la fois. On demande au service technique, donc, en l'occurrence de France Gallo, d'abord de faire un maillage de quintet. Ensuite, d'adapter ce maillage à quelque chose qui existe par ailleurs, qui est la haute sélection. Donc, on ne peut pas, par ailleurs, demander de remplir toutes les courses. Mais on est bien d'accord, ce n'est pas ça qu'on cherche. Le drame de cette année, c'est qu'effectivement, quand les effectifs baissent de 4 ou 5%, il est logique de baisser le nombre de courses de 4 ou 5%, d'autant qu'on les a augmentés. La seule chose, c'est qu'on les a augmentés sur les hippodromes premium et qu'on les supprime sur des hippodromes où il n'y avait pas de problème de partants et pas de problème de public. On a pris le problème à l'envers. Au lieu d'aller chercher les courses creuses en disant cette course est creuse, comment est-ce qu'on la remplit ? On a dit on supprime un paquet de courses et puis on verra bien. Mais alors, on a affaire aussi à un problème. On parlait du programme. Bon, il faut revoir le calendrier. Le calendrier, essayer de lisser le calendrier. Quand on voit l'hiver, le nombre d'éliminés qu'il y a à Deauville, et l'été, il y a une offre pléthorique. Je crois qu'il faut que les fédérations parlent entre elles. Et je ne suis pas sûr qu'on ait l'outil informatique adéquat pour mettre en place un programme de course. Nous ne sommes pas... Juste une petite chose, Marcel, juste avant de sur quelque chose de très important. À Deauville, l'hiver, il y a des éliminations de partants, en veux-tu, en voilà. À Longchamp, à Saint-Cloud, à Deauville, l'été, vous avez des courses de 4 et 5 partants. Il faut comprendre pourquoi et régler le problème. On est d'accord. On est tous d'accord. Un petit mot également sur cette organisation des courses pour les entraîneurs. Le fait d'avoir autant de réunions le matin et tout, il y a une sacrée organisation. Il y a une sacrée organisation, mais alors il y a deux choses. La révolution de ces horaires de course, c'est quoi ? C'est on met les courses au moment où les gens sont dans les cafés. C'est-à-dire qu'on a décidé que les acteurs du théâtre devaient s'adapter à leur public. Donc ça, c'est quelque chose qui nous choque, parce qu'évidemment qu'on préfère aller aux courses à 2h30 tranquillement, et que quand les courses sont à 10h du matin, on n'y va pas. Mais on ne peut pas reprocher à un système d'essayer de draguer ses clients, surtout qu'on veut faire de la recette. Donc ça ne marche pas, ça, par contre. On est revenu dessus. Les courses à 10h du matin, c'est un bide. Oui, mais les courses à 11h, c'est le top. Le mieux, on le fait évidemment au moment où les gens sont dans les cafés. Et il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas dans les cafés à 4h de l'après-midi. Et donc, on est allé trop loin. On est tous d'accord. On est allé trop loin dans l'augmentation de l'offre. Mais... alors que fait-on ? Comment on la régule ? Il faut commencer par tester. C'est-à-dire que quand on dit, quand il y a 2 ans, même ce conseil d'administration de France Gallo, auquel j'appartenais, a pris cette décision de faire un jour sans augmentation d'offre, mais avec une diminution, un jour par semaine. Le PMU s'est rebiffé et a trouvé une aide avec le trot. Parce qu'on n'est pas stand-alone pour faire le calendrier, on est ensemble. C'est pour ça que le trot. On est ensemble avec le trot. Le trot n'a pas du tout les mêmes problèmes de partant. Il a d'autres problèmes. Mais... La moyenne est supérieure chez les trotteurs. Mais évidemment, quand on élimine autant de chevaux aux qualifications, il suffit de tourner un tout petit peu le curseur et on en a plus. Mais le trot a néanmoins d'autres problèmes. Mais encore une fois... il faut augmenter cette offre, il fallait l'augmenter, maintenant on est à un niveau où il faut que le PMU investisse dans autre chose que l'augmentation de l'offre. Patrick, moi je voudrais poser une question à Patrick. Est-ce que la répartition des encouragements est mal faite, finalement ? On peut le dire, ça. On peut le dire, mais le problème, c'est, encore une fois, je m'excuse, on est tous d'accord sur à peu près tout. Hein. Le problème de ce débat, c'est que ce que disent les uns et les autres. Moi, je vous dis simplement, j'ai dit une chose très simple, c'est qu'il faut remettre les programmes à plat. Ceci étant, Christian a dit une chose, est-ce qu'on a l'outil informatique pour bien le faire ? J'en suis pas sûr non plus. Donc voilà. Mais toutes vos questions et toutes les discussions que nous avons sur ce thème de la même chose. Sur ce thème. C'est-à-dire qu'il faut remettre les programmes à plat et repartir à zéro. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'un audit
nous apportera la solution. En Ça tout veut pas cas, dire qu'il c'est faut ce que pas en parler. préconise Marcel Chawat. Messieurs, c'est la fin de ce thème. Il y a un petit déficit de parole à Marcel Chawat. Il faudra qu'on en tienne compte avant la fin de l'émission. Ah oui, j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on va Et prendre, on va alors tout de suite changer de thème, si vous le On va voulez en bien. prendre un maximum. Il va nous parler de son président. Allez, on va aborder le thème des jeux. Il va faire beaucoup parler, à mon avis. La concurrence est effrénée concernant notamment la française. Il devient difficile également de trouver des rapports attractifs, comme en témoigne ce parieur lorrain. Je suis originaire de Moselle. Depuis les années 65, je tente de ramasser du blé en jouant aux courses. À l'époque, quand tu touchais le tiercé, tu ramassais l'équivalent de 2 salaires mensuels. Aujourd'hui, depuis leur invention du quartet, quintet, couplet, ordre, etc., c'est la galère. Et quand tu tombes sur un couplet à 2 chevaux de 25 contre 1 et 15, tu empoches 25 €. Une misère. Et d'un ridicule et désarmant. Tout mon entourage au bistrot du PMU est découragé et a freiné le montant de leur mise, puisque le risque de l'enjeu n'est plus du tout rentable. Patrick, Ouais. un petit mot pour répondre à Ouais, ce juste- parieur qui est vraiment déçu. Juste un petit mot, mais c'est du bon sens. Voilà, ce que dit ce monsieur est vrai. Il y a 30 ans, quand on touchait même un tiercé, on pouvait parfois s'acheter une voiture avec le gain d'un tiercé. Maintenant, on peut à peine payer un McDo à son copain. Voilà, donc tout ça est vrai. Là aussi, je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il faut revisiter complètement tous les jeux du PMU. Il y en a trop. Le fait, c'est compliqué. Les gens ne savent plus sur quoi jouer. Ça rapporte peu, les rapports sont très faibles. Le pari vertical, vous avez été les premiers, Ah oui. bravo Paris Turf d'ailleurs, a lancé le géant à le sur le mettre. turf.fr Voilà, et sur Génibet. le syndicat des propriétaires a appuyé cette décision depuis longtemps. Donc ça, c'est très bien de le mettre en place. Mais je crois qu'il faut revoir les choses. Juste un mot encore. Philippe Germont, il y a encore 3 ou 4 ans, avait cette intention de remettre tout ça à plat et parlait déjà de parier sur les hommes et de créer des paris simples. Mais tout ça est resté dans un tiroir fermé à double tour. Il semblerait que ce tiroir commence à s'ouvrir avec le nouveau président. Justement, Marcel Chawat, dans ce domaine des jeux, vous avez pris un représentant des parieurs. J'ai l'impression que la concertation, elle manque un petit peu quand même. Vous m'enlevez ce que je voulais dire. Donc, dans notre liste, nous avons pris un parieur. Et je pense que moi, quand je vais au tribunal, je prends un avocat. Quand je veux faire des comptes, je prends un comptable. Et là, il y a un problème de jeu. Donc, on a pris un parieur avec nous. Et notre but, c'est ensuite ramener tous les parieurs autour de la table et leur demander leur avis sur les choses, de façon à pouvoir améliorer la proposition que le PMU pourrait leur faire. Et ça sera en concertation avec le PMU et les parieurs. Parce que les parieurs, c'est nos clients. Il y a une clientèle à capter qui est une clientèle de jeunes quand même. Quand je vois ce qu'on leur propose, par exemple, dans les paris sportifs, c'est simple. C'est une équipe, une autre ou le match nul. Est-ce qu'il ne faut pas au cours, justement, quelque chose d'un petit peu plus simplifié? Il faut simplifier parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paris. Et puis, les retours aux parieurs sont dilués avec les bonus 3, bonus 4, bonus 5, etc. Tout ce que vous voudrez. Tout le monde s'y perd. Et il faudrait revenir à des retours, comme disait tout à l'heure Patrick, où quand on gagne un quintet, quand on gagne un tiercé, on peut emmener sa femme en vacances ou on peut acheter une voiture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faudrait essayer de réfléchir comment on pourrait y retourner à ça et donner du rêve aux parieurs. Ça fait des années que ça dure. C'est un sujet qui revient tout le temps. Pourquoi ça ne bouge pas? Et est-ce que finalement, France Gallo, même le Trot, connaissent vraiment leurs clients? Est-ce que vous connaissez vraiment la clientèle? C'est toujours le même problème d'économie, et je peux en parler, c'est le ressenti et le réel. Évidemment que quand on jouait au tiercé avec une mise de base de 5 francs, c'est-à-dire de 35 €, quand on touchait les cotes qu'on touche aujourd'hui, on pouvait se payer une 2 chevaux. Évidemment que si on rejoue par 35 € de mise et qu'on touche le tiercé, le quartet, voire encore plus le quintet dans l'ordre, on peut se payer une Clio jusqu'à beaucoup mieux. C'est le ressenti. Il y a un mauvais ressenti. Et donc, il faut voir les clients. Ça, c'est ce que dit Marcel Chawat, est vrai. Alors, je vous rassure, à l'Union pour Gallo, il y a des parieurs, il y a moi.
Donc le tête de liste, c'est quelqu'un qui parie aux courses. Et par ailleurs, nous sommes tous des parieurs. Non, mais le ressenti Hubert... c'est le ressenti. Les prélèvements ont baissé. Les prélèvements... Dans le désordre, vous touchez 8 €, c'est pour que vous alliez les rejouer. Non, ça existe pas. Patrick, c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. C'est parce que quand vous jouez le quintet dans l'ordre, vous ne jouez pas la totalité de votre mise, mais une partie de votre mise, parce que vous jouez des bonus. Effectivement, on devrait pouvoir proposer le fait de jouer sans bonus, par exemple. Voilà. L'histoire des bonus, c'est vrai qu'elle fait couler beaucoup d'encre. C'est ça. Pour résumer, parce que trop de quintés, d'abord, ont tué le quintet. Deuxièmement, il y a beaucoup trop de bonus. Et 3, on pourrait prendre une mesure très rapide, supprimer les bonus et immédiatement les rapports. Ou en tout cas le proposer. Ce que vous avez dit tout à l'heure, avant, il y avait un quintet par semaine. Peut-être pourrait-on faire un super quintet tous les dimanches. Bien sûr. Voilà. Avec des rapports très importants. Avec des rapports importants. Et c'est le mot de la fin de Marcel Chaouaz. Des tirelires, etc. Faisons un super quintet. Je vous laisse pas reprendre. C'est le mot de la fin, messieurs. Peut-être que les télévisions s'intéresseront à nous à nouveau. Eh bien justement, vous me donnez la parole et une transition toute trouvée pour le sujet suivant. Bravo. Fréquentation des hippodromes. Médias, difficile de les remplir ces hippodromes. Comment initier les nouveaux parieurs, les accompagner? Ex-chroniqueur à France Inter, Lionel Ovadia déplore l'offre et le manque d'exposition des courses. Ça fait très longtemps que certains médias ne s'occupent plus des courses. Il est évident que sur les grandes épreuves, notamment par exemple sur le prix de l'Arc de Triomphe qui a eu lieu récemment, on n'a même rien eu sur France Inter et sur d'autres médias, et c'est lamentable. Sur France Info, à l'époque, on retransmettait les courses en direct tout au long de l'après-midi. Ça marchait très bien, on était d'ailleurs à ce moment-là la première radio des courses. Maintenant, il est évident qu'à partir du moment où vous avez 2, 3 réunions, c'est plus faisable. Bon, l'offre est peut-être importante. Christian, vous êtes un homme de médias. C'est pas faux ce que dit Lionel Ovadia. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, France Info, ça coupait des actualités très très fortes et on prenait le direct des 200 derniers mètres de course. Bon, les médias vont là où il y a l'événement. C'est vrai qu'on peut regretter d'être dans une situation paradoxale où on est obligé de payer pour couvrir nos événements. Alors quand on voit combien les fédérations de football, de tennis ou de rugby touchent en droit, en règlement de droit, pour financer. Bon, ça c'est la première chose. Donc ça, et bon, pour l'instant on est obligé de faire comme ça. J'espère que demain ce sera différent. Effectivement, pour attirer les médias, il faut donner envie. Et les médias s'intéresseront à nouveau aux courses si on est capable de présenter un spectacle transparent, facile à lire, facile à suivre, qui attire un grand nombre de spectateurs. La télévision va là où il y a de l'audience. C'est la raison pour laquelle, Marcel en parlait tout à l'heure, je crois qu'il faut créer une course événement qui, chaque semaine, sortent de l'ordinaire du quotidien du turfiste. Cette course pourrait être hebdomadaire, a priori le dimanche, bénéficierait d'une théâtralisation spectaculaire et serait associée à un pari spécifique. Alors d'aucuns parlent de sixté, voilà, je ne sais pas, mais il faut y aller. Mais heureusement, les médias ont quand même besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent et donc ont besoin de publicité. Il faut donc reprendre contact avec les grandes chaînes, parce que c'est vrai que les grandes chaînes la télévision est peu vue par les plus jeunes, c'est vrai, mais les journaux télévisés quand même rassemblent entre 5 et 8 millions de téléspectateurs tous les soirs, c'est aussi notre public. Donc, priorité et les grandes chaînes, il faut lier ils ont besoin d'argent, il faut lier notre publicité à une assurance, une garantie de couverture des événements ou à la création d'une émission, je ne sais pas, mais il faut avoir une vraie exigence. Ces chaînes de télévision ne s'occupent pas de nous aujourd'hui, comment elles s'occuperaient de nous demain? On ne va pas parler que de la télévision. Il faut penser aux réseaux sociaux, parce qu'il faut penser aux plus jeunes. Il faut avoir des managers qui en permanence soient sur les réseaux sociaux pour animer Facebook, Twitter, etc. Et il faut reprendre contact avec la presse écrite. Alors, moi, je dirais la chose suivante. Vous avez dit quelque chose de très vrai. Les médias vont là où il y a du public, là où il y a de l'audience. Très bien. L'audience, elle est où? Elle est au foot, elle est au rugby, elle est au tennis. Eh bien, pourquoi ne pas aller à l'entrée du Parc des Princes ou du Stade de France avec des chevaux et des jolies filles et offrir des entrées gratuites avec un bon pour jouer, avec un Coca-Cola offert ou je ne sais quoi, et faire venir du public sur nos hippodromes
justement le jour de la théâtralisation de cette grande course. Nous ne sommes pas assez agressifs, vous pensez, Marcel? Pas assez agressifs, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Et donc, il y a un marketing commun qui est prévu. Si vous permettez, je voudrais rajouter quelque chose à ce qui est dit. Il faut aller reconquérir le public. Nous sommes tous d'accord là-dessus. La grande erreur historique qui a été faite par les dirigeants de France Gallo, et je pense que depuis presque un quart de siècle, c'est d'avoir abandonné... Vous y étiez Vous êtes gentil, mais... Non mais, ok, mais justement, le président du syndicat à l'époque, qui était Jean-Claude Séroul, était pour ne pas abandonner les grands... merci d'ailleurs de me le faire rappeler, était pour ne pas abandonner les grands médias. Et le syndicat des propriétaires continue dans ce sens. Je vais essayer d'être bref là-dessus. Nous, ce que nous préconisons, vous avez aujourd'hui, ça a été un petit peu dit, 3 grands groupes télévisuels, qui sont le groupe TF1, France Télévisions et le groupe M6. Ce que nous proposons, c'est que nous allions les voir, non pas pour qu'ils nous diffusent le quintet de la journée ou qui parlent de la course principale, c'est qu'on se serve d'eux comme d'agence de communication, en leur disant, messieurs, voilà une somme, on veut reconquérir le public. On veut que pendant cette année, avec vos 15 millions de téléspectateurs que vous avez tous les soirs, parce que ces groupes-là, réunis, avec la TNT et les chaînes principales, réunissent 15 à 18 millions de téléspectateurs tous les soirs. Réinsuffler l'idée des courses, réinsuffler l'idée que les courses sont un sport. Donc allons voir ces gens-là, négocions avec eux, on sera obligé de payer la table. Ah bah, non, mais la somme, vous la trouvez où? On est en déficit. Mais mon cher Marcel, on pompe sur nos réserves pour refaire Longchamp. On ne va plus avoir d'argent bientôt. On va chercher. Vous la cherchez où, cette somme? Et qu'est-ce qu'on fait avec le budget marketing? On le prend du budget marketing. D'ailleurs, c'est de là qu'on va prendre la somme. Mais abandonner les grandes chaînes a été une erreur historique. Il faut revenir en arrière. Est-ce qu'on peut vraiment attendre quelque chose du marketing commun ou pas? Alors, 2 choses. Des nouvelles, d'abord. On peut attendre 2 choses, Hubert Tassin? Non, des nouvelles. Deux réponses. La première, nous avons dit presque collectivement qu'il fallait des fusions de services. Et je crois que le marketing commun est une nécessité entre le TRO, le Gallo et le PMU. Et d'autant plus ça sera centralisé en haut, et on peut parler des grands médias, d'autant plus ça sera décentralisé en bas, et hippodrome par hippodrome, comme le font les hippodromes de province, avoir une communication de proximité. Aujourd'hui, on est un peu entre les deux à France Gallo, on fait à la fois de la grande stratégie, les Champs-Élysées le jour de l'Arc de Triomphe, et puis de la proximité tous les jours aux courses sur nos hippodromes. Ça, c'est le premier point. Je crois que les courses ont une image très forte, contrairement à ce qu'on dit. Et puis, il faut arrêter de pleurnicher. On a quand même 6 millions de types qui jouent aux courses tous les ans. Cela dit, en nuançant Hubert Tassin, on annonce 200 000 téléspectateurs en moins le jour de l'Arc. Mais c'est inquiétant quand même, non? C'est pire que ça. C'est pire que ça. Sur 1 milliard de téléspectateurs, la chaîne a diffusé, a recueilli 620 000 téléspectateurs. On a une image très forte. Et quel est à mon avis, le problème de notre image, c'est la banalisation. Et notamment chez les patrons des chaînes et les patrons des sports. Ils disent, vous faites la même chose tous les jours. Et effectivement, on ne peut pas faire la même chose tous les jours. On ne peut pas demander à des gens qui gèrent des millions de téléspectateurs de passer 1 minute et demie, ce qui leur semble être la même chose. Nous, on sait que c'est totalement différent, une course par rapport à une autre. Donc la répétitivité demande de trouver une médiatisation sur des grands événements. Encore une fois, les grandes chaînes anglaises, elles ne passent pas des courses tous les jours. Il y a pourtant beaucoup de parieurs en Angleterre. Elles passent le meeting de Cheltenham, le meeting de Royal Ascot, etc., etc. Je crois qu'on a quelque chose, c'est qu'on peut reconquérir les médias avec une chose, c'est qu'on est passionné autour du cheval. Et le cheval, c'est quelque chose qui parle. Et les courses doivent être un événement autour du cheval. C'est ça notre ADN. On parlait tout à l'heure de parier sur les jockeys. Mais passionné, c'est beau. Mais quand est-ce qu'on se met franchement autour de la table? On n'est pas dans le drame. Mais on n'est pas dans le drame. On a 6 millions de gens. Donc tout va bien. Non, pas tout va bien. Mais là, on a l'impression qu'on est le basket. On n'est pas le basket. Vous avez 6 millions de joueurs qui jouent une fois dans l'année. C'est pas des parieurs réguliers. Combien il y en avait il y a 20 ans? Eh bien, c'est pas mal, pas moins. Non, mais de toute façon, il y avait moins de jeux. Il y a 20 ans, on a quand même développé en franc courant, avec l'augmentation de l'offre, considérablement le chiffre d'affaires. Il faut pas jeter l'augmentation du chiffre d'affaires, parce que c'est celle qui nous fait les recettes, qui vont nous permettre de faire la mutation pour la croissance. Messieurs, on va conclure ce débat.
Marcel Chaouat sera légèrement plus long peut-être au moment où il devra convaincre, parce qu'il a toujours ce petit déficit de parole. Quoi qu'il en soit, on arrive au terme de cette émission. Alors comment les choses vont se dérouler? Sylvain Copier est là et il va vous poser 4 questions, une à chacun d'entre vous. La question qui fâche, attention parce que dans ce jeu-là, il excelle. Et puis on terminera et là vous pourrez conclure. Sylvain, c'est à vous. Alors, pas de favoritisme, je vais commencer par M. Chaouat et je vais suivre comme ça en venant vers M. De Villeneuve. Pourquoi pas dans l'autre sens? C'est comme ça. Moi, vous m'épargnez. Absolument. Monsieur Chaouat, Daniel Augereau, le numéro 1 de votre liste, est le grand absent de ce débat. A-t-il peur de débattre ou méprise-t-il l'opposition? Non, pas du tout. D'abord, vous m'avez dit au pavillon d'Armenonville lors de notre conférence de presse, vous m'avez dit vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de venir mardi matin. Je vous ai dit ah bon, je ne savais pas que nous étions en République soviétique. Et donc j'ai dit premièrement, je vais regarder mon agenda si je peux venir. Je vous ai dit oui, je peux venir. Deuxièmement, je vais demander à Daniel Augereau. Daniel Augereau m'a dit malheureusement je ne suis pas en France et je ne peux pas venir à une convocation du Paris Turf. Donc il m'a dit Marcel, allez me représenter. Donc je suis venu le représenter. Par contre, vous dites Daniel Augereau n'est pas présent, c'est le grand absent. Oui. Daniel Augereau ne peut pas être partout. Daniel Augereau, même s'il est parti de rien, il a monté une boîte qui est quand même très très spectaculaire. Il a 2300 employés, il a 600 agences dans le monde, dans 14 pays dans le monde. Et il peut pas être partout, mais il est disponible quand même, puisqu'il était là à la conférence de presse. Il met les gens qui sont capables de le représenter aux bons endroits. Donc il m'a demandé de venir aujourd'hui. Je le représente. Merci beaucoup, M. Chaouat. Alors, M. Tassin, toutes ces années, vous avez été associé directement aux grandes décisions de l'institution. N'éprouvez-vous pas un sentiment d'échec en observant la situation? Alors ça dépend, quand je me compare, non. Quand j'analyse, oui. C'est comme ça qu'on dit. Non, les 20 années de France Gallo, les 20 premières années, ont été des années de croissance colossale, de retour. Quand France Gallo a été créée en 1995, la situation était très très sensiblement pire qu'aujourd'hui. Elle n'était peut-être pas pire que ce qu'elle risque d'être dans 3 ou 4 ans. Donc on était dans une spirale négative à peu près partout. Il y a eu une reconquête. Il y a eu la mise aux normes de la totalité, à peu près, des hippodromes urbains. Alors, c'est pas ça qui a attiré du public, puisque au contraire, c'est ceux qu'on n'a pas mis aux normes qui continuent à attirer des gens. Il y a du plus et il y a du moins. De toute façon, dans tout, il y a du plus et il y a du moins. Aujourd'hui, on a une crise, à mon avis, comme je l'ai dit, d'unité et de dialogue avec l'État, qui est notre partenaire. On est dans l'économie mixte. Ne rêvons pas, nous ne sommes pas une société indépendante. D'accord. Merci, M. Tassin. M. Felous. Pensez-vous que c'est l'augmentation des allocations qui va permettre aux enjeux d'augmenter? Les parieurs se moquent de savoir si les allocations augmentent de 1 ou 2%. Vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Je pense que c'est 2 sujets différents. C'est 2 sujets qui ne sont pas liés. Vous avez raison, les parieurs n'ont rien de se fiche éperdument du montant des allocations. Par contre, je considère que si les allocations venaient à diminuer, nous irions vers une régression. Et s'il y a moins de propriétaires, il y aura moins d'enjeux. Donc les parieurs seront directement liés à ce phénomène. D'accord, merci. Monsieur de Villeneuve. Donc, nous avons regardé l'émission que vous avez faite à Arcana. Et vous vous êtes prononcé pour l'antéposte, qui permet de jouer longtemps à l'avance. Est-ce que vous êtes donc pour la cote fixe? C'est une vraie question. La question était de savoir, celle qui était la nôtre tout à l'heure, c'est comment rénover la palette des jeux, la palette des jeux. Et je crois qu'il n'y a pas de question taboue. Et donc, j'ai répondu, il faut étudier toutes les solutions pour renouveler l'attractivité des paris. Et parmi cette attractivité, ce qui marche en Angleterre ou ailleurs, eh ben, étudions-le, voyons si c'est possible de l'appliquer. Techniquement, je sais que techniquement c'est assez compliqué. Et puis calmement, peut-être qu'il faut briser ce tabou. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Christian, j'ai envie de dire, vous allez garder la main. En régie, ils vont être garants de cette minute. Vous avez 1 minute pour convaincre, face caméra. Qu'avez-vous envie de dire à vos électeurs? D'abord, je voudrais remercier Paris Turf d'avoir organisé ce débat dans une campagne qui est très réglementée, voire très fermée. Enfin, en conclusion, je voudrais vous dire que voter Génération Gallo, c'est croire que la croissance est possible si nous avons l'audace et le courage
de regarder froidement les choses, de restructurer et d'investir. Tout le monde s'accorde à penser que le modèle français est exemplaire à bien des égards. Il est donc hors de question de le casser. En revanche, il faut l'amender, le moderniser et procéder aux réformes qui remettront France Gallo dans le bon sens. En fait, Génération Gallo propose un plan ambitieux qui suppose que chacun d'entre nous dépasse son intérêt personnel ou catégoriel pour mettre toute son énergie et sa passion au profit de l'intérêt général. Finalement, c'est simple. Pour parodier un célèbre président américain, je dirais, ne nous demandons pas ce que France Gallo et les courses peuvent faire pour nous, mais demandons-nous ce que nous pouvons faire pour France Gallo et les courses. Et personnellement, je suis très confiant, car je suis convaincu que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Chapeau Christian, yes we can. Voilà le mot de conclusion. C'est un autre président. C'est Patrick Fellouz qui désormais va avoir 5 minutes pour convaincre, c'est à vous. Bon, je suis obligé de préciser dans cette minute, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire, qui est le syndicat des propriétaires. En fait, pardon de le dire, par rapport aux 3 listes qui sont là, qui sont nos adversaires, mais je le dis en même temps nos partenaires, puisque nous sommes tous propriétaires, la structure du syndicat fait que nous avons une certaine force, puisque celle-ci est composée de 1800 membres, qui va de petits propriétaires aux plus gros, avec les plus prestigieuses Kazakhs, 6 régions, 6 présidents. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que notre syndicat soutient les propriétaires de façon quotidienne, 6 fois par semaine. Mais pas seulement nos adhérents, mais aussi les propriétaires. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand un propriétaire lambda appelle France Gallo, le département propriétaire l'envoie directement au syndicat des propriétaires si celui-ci a un problème juridique, fiscal, comptable ou autre. Donc ça, c'était à noter. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez que le syndicat national est une véritable force politique d'influence et d'action. Et d'action pour agir. Et pour agir sur les 2 sujets sur lesquels je me suis principalement exprimé au cours de ce débat, c'est-à-dire la TVA et les allocations qu'il faudra protéger. Merci. On va tout de suite passer à Marcel Chawat. C'était le tirage au sort qui voulait ça. Marcel, vous avez 1 minute pour convaincre. Un peu plus parce que... je vois que vous êtes garant du temps. Vous avez un petit peu plus. De temps que moi, donc je vais conclure. Allons-y. Ce que j'aimerais, c'est que les professions de foi des uns et des autres restent les professions de foi. Nous, dans notre profession de foi, on a dit que nous voudrions remonter le taux de retour pour les propriétaires au-dessus de 50%. Donc, il n'y a pas de privilège aux uns et aux autres de dire que nous voulons augmenter les allocations. Nous le voulons tous. Deuxièmement, Patrick vient de dire qu'il faut mettre le programme à plat. C'est notre cheval de bataille depuis toujours. Et puis Christian dit une vision nouvelle et entrepreneuriale. Ça, c'est carrément notre mot. Donc, c'est très bien que nos idées soient reprises par les uns et par les autres. Non. C'est notre mot depuis le début. Après, que les gens puissent enclencher... On était les premiers à venir en campagne. Que les gens puissent suivre derrière, c'est une très bonne chose, parce que quand vous avez une bonne idée que les gens suivent, moi, ça me convient parfaitement. Maintenant, nous avons besoin d'un vrai chef d'entreprise à France Gallo. Nous avons la chance et l'opportunité d'en avoir un qui a fait ses preuves, qui est parti de rien, qui est autodidacte et qui a construit une des plus belles sociétés françaises, qui est cotée en bourse. Il a 2300 employés, il a 600 agences dans le monde, dans 14 pays dans le monde, et il n'est pas derrière ni ses 600 agences, ni ses 2300 employés, et il n'est pas sans arrêt dans les avions. Il a nommé les gens au bon endroit, il a
il audite régulièrement ces agences et il prend les décisions nécessaires pour que cela fonctionne. Il fait 1,7 milliard de chiffre d'affaires tout seul, parti de rien, et il vise 2 milliards l'année prochaine. Donc, quand j'ai un capitaine d'entreprise qui vient et qui veut nous aider, moi je dis bravo, je l'accueille avec plaisir. Et je le suis. On ne peut pas lui reprocher de ne pas connaître le dossier course. Absolument pas, parce qu'il a des chevaux depuis 40 ans. Et il est passionné depuis 40 ans. On lui doit également un document intéressant qu'il a fait il y a plusieurs années. Il y a un rapport qui a été fait, qui a été remis au Premier ministre François Fillon de l'époque. Et il a en plus créé la Selco. Hubert Tassin, vous avez le privilège de clore ce débat. Bien, je vais revenir sur ce que je disais au début, les équilibres. On a un système qui a des équilibres. Un équilibre, c'est instable, mais un équilibre, ça ne se brise pas. Et il faut qu'on construise ensemble, et ensemble notamment tous les quatre, une union à partir de ces équilibres et à partir de ce modèle exceptionnel dont parlait Christian, associatif, coopératif et mutuel. J'aurais une petite nuance sur le côté entrepreneurial. Ce n'est pas une entreprise, justement, et ça demande une manière de gestion qui est différente, et il faut avoir des ambitions qui sont un peu différentes. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a une crise de croissance du PMU. Le PMU a cru pendant 20 ans. Nous avons depuis 3 ou 4 ans une crise de croissance. C'est quelque chose de bien normal. C'est quelque chose qui n'est pas anormal. Nous avons les moyens, encore une fois, avec l'Union et en s'appuyant sur nos équilibres, Pro Gallo, Paris-Province, la pyramide des allocations, de retrouver la croissance. Je pense qu'on n'a pas tous, et c'est un défaut qu'on a forcément dans des périodes de crise, on a parlé plus d'argent que de cheval. Il faut qu'on parle de cheval. Cheval, pourquoi ? Parce que notre stratégie, c'est la convivialité. Le terme « jeu », c'est un terme qui est sympathique. Quand il dit à un enfant que tu joues, ça veut dire qu'il n'est pas en train de faire quelque chose de pénible. Le jeu, la convivialité, la fête. Personnellement, c'est toujours pour moi une fête d'aller aux courses. Chaque fois que je vais aux courses, quand j'ai la chance d'être propriétaire, c'est plus qu'une fête. C'est un rêve que je réalise, c'est un rêve d'enfant que je réalise, même quand mon cheval est sur un petit hippodrome, et même quand il est... Le retour est plus difficile parce qu'il est battu. Et c'est ça qu'il faut que nous fassions tous ensemble, retrouver ce goût et de le transmettre aux autres. Messieurs, merci. Merci d'avoir respecté les règles de ce débat. Christian de Villeneuve, Patrick Fellous, Marcel Chawat, Hubert Tassin. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur Paris Turf TV. Je tiens à remercier quand même en régie Cédric Vandergut et Christophe Mercet. Un grand merci à Alain Stromboni qui a beaucoup œuvré pour ce sujet. À nos journalistes Sylvain Copier et Christophe Union. À très bientôt sur Paris Turf TV.